Yes, donc là, j'ai lancé l'enregistrement. Euh, bon, peut-être qu'il y aura des gens qui rejoindront en cours de session, mais bon, je pense que c'est pas grave. Donc, premier meetup du Cloud Native Dakar, malheureusement, on n'a pas beaucoup de monde, mais bon, on va essayer de faire avec. Je pense qu'avec la CAN, il y a eu un interblocage, on va dire. Donc là, aujourd'hui, on reçoit Denis qui va nous faire la présentation du modèle REBAC, donc Relationship Based Access Control, si je ne dis pas de bêtises, avec OpenFGA. Donc, Mr. Denis, tu as la main. Peut-être tu peux commencer par te présenter et puis enchaîner directement avec la présentation. Ok. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je m'appelle Denis, Denis Apagnolité. Je suis ingénieur logiciel de formation avec, je vais dire, ces 4 dernières années, un focus donc, sur tout ce qui est système architecture distribuée et aussi donc cloud native. Actuellement, je travaille comme architecte DevOps donc, chez DigiJob. C'est une entreprise de services numériques basée à Lomé. Et on fait principalement dans du cloud, dans du DevOps et aussi dans l'automatisation des processus business. Donc voilà un peu. Je suis également donc co-organisateur du CNCG de Lomé, donc, qui a été ouvert il y a quelques mois de ça. Et comme l'a dit Meissa, ce soir nous allons donc parler de Reback, donc qui est un outil très intéressant qui nous permet d'implémenter des modèles d'autorisation dans des applications modernes. Donc euh, Je vais Nice, nice. partager, je vais partager mon écran. Comment je fais ça? Yes. Ouais, normalement, je t'ai donné le mode présentateur. Yes, c'est bon, j'ai accès. Cool. Voilà. Donc, je peux faire ça. Sexual. Ok. Donc, en soi, c'est ça le titre. Donc, le titre, c'est l'implémentation de Implementing Modern Authorization in Your Application with Fairback. Bon, le titre, c'est vrai, il est en anglais, mais la présentation se fera en français. Donc, pour montrer rapidement, on va dire le sommaire. Donc, en premier lieu, c'était une présentation, donc qui je suis. Je pense que je l'ai déjà fait. Après, on va faire rapidement une petite différenciation entre ce que c'est que l'authentification et l'autorisation. Ce sont deux sujets complètement différents, mais que la plupart des personnes confondent. Donc, on va essayer rapidement d'expliquer cela. Ensuite, nous allons essayer d'aborder le cœur même de la présentation, qui est de savoir pourquoi est-ce qu'il faut personnaliser donc, les systèmes d'autorisation dans les applications que nous avons aujourd'hui. C'est ce qui va donc nous conduire à aborder la notion du reback. Donc, quand on parle de reback, l'idée, c'est d'expliquer clairement concrètement ce que c'est que le reback et de faire une introduction rapide donc, à l'outil, le fameux outil qu'on appelle OpenFDA. Donc, pour l'utilisation de cet outil, on va faire une petite démo en live et on verra aussi quand est-ce qu'il faut utiliser le reback parce que c'est intéressant comme outil, mais en même temps, il faut avouer que c'est quelque chose qui peut devenir très vite un piège qui peut surtout créer de la dette technique si on veut l'utiliser partout. Donc, il faut vraiment comprendre ce que c'est, de savoir où est-ce qu'on veut l'utiliser. Et on va donc finir rapidement par une séance de conclusion et des questions s'il y en a. Donc, comme je disais, moi, c'est Denis Apagnolité, je suis ingénieur logiciel avec un focus donc, sur les systèmes distribués et l'architecture cloud native. Actuellement, je travaille comme architecte DevOps donc chez DigiJob et je suis très habitué à utiliser les outils open source. Donc, lorsque j'ai quelque chose à faire, je m'assure toujours de m'adosser à un outil open source d'abord avant de chercher des alternatives bientôt besoin. Et je suis aussi le lead organizer du CNCG Lomé. Donc voilà pour la présentation de ma petite personne. Maintenant, le premier point de cette présentation, comme je le disais, on parle d'implémenter le reback. Donc, avant de parler de reback, il faut d'abord savoir faire la nuance donc, entre les notions de authentification et d'autorisation. Donc,
Alors, d'abord, quand on parle d'authentification, on va essayer de faire un petit tour rapide. C'est quoi l'authentification? C'est l'ensemble des, on va dire, des processus qui permettent de prouver qu'une personne est qui est-ce qu'elle prétend être. Donc, dans un système normal, que ce soit sur les grosses plateformes que nous avons aujourd'hui, il y a toujours des systèmes d'authentification qui permettent donc au système de savoir qui est-ce qui est en train de se présenter. Donc, quand on parle d'authentification, il y a souvent des facteurs d'authentification. Donc, parce que le processus d'authentification peut être effectué à travers plusieurs méthodes. Donc, c'est basé sur des facteurs secrets, soit des facteurs uniques. Donc, parmi ces facteurs, il y a ce qu'on appelle le something you know. Donc, souvent, ce sont des facteurs que vous connaissez. Par exemple, un code PIN, un mot de passe, voilà, ou une longue chaîne de caractères. Il y a aussi ce qu'on appelle le something you have. Donc, ça va concerner les clés de sécurité, des téléphones portables, des certificats de sécurité qu'on va utiliser pour se connecter ou pour s'authentifier. Il y a ce qu'on appelle le something you are. Donc là-bas, ça va être la reconnaissance vocale, l'empreinte digitale, la reconnaissance au niveau de l'iris. Donc ce qu'on fait, il y a aussi aujourd'hui, par exemple, le Face ID sur les téléphones beaucoup plus poussés de Apple. Donc après ce qu'on appelle les facteurs d'authentification, il y a des méthodes d'authentification. Donc pour les méthodes d'authentification, on aura donc le single factor. Donc, ça veut dire qu'on va utiliser un seul facteur d'authentification. Ça va être soit le something you know, soit le something you have, soit le something you are. Il y a le two factor. Donc, ça, il faut utiliser exactement deux facteurs différents. Donc, par exemple, soit something you know, something you have, soit something you have, something you are, soit l'un des trois. En tout cas, il faut que ça soit au maximum deux. Et il y a l'authentification multiple factor. Donc, à ce niveau-là, on va utiliser au moins deux et plus. Donc, on peut faire plusieurs combinaisons. Ça peut être d'abord de mettre un email mot de passe, ensuite de faire la validation avec le two-factor, c'est-à-dire les applications comme Outils qui nous permettent d'entrer un code PIN qui sera vraiment aléatoire et généré, qui a un temps précis. On peut pousser aussi beaucoup plus loin avec l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale ou encore la reconnaissance rétinienne. Donc, en fonction également des besoins de l'entreprise. Donc, voilà les trois formes de méthodes d'authentification que nous avons. Donc, maintenant, quand il s'agit de l'autorisation, donc l'autorisation, c'est un ensemble de processus qui va permettre de déterminer si un acteur peut accéder à une donnée ou s'il peut donc effectuer une quelconque action, donc qu'il soit authentifié ou pas. Donc, le processus d'autorisation peut être mis en place par une combinaison de ce qu'on appelle des polices de contrôle d'accès ou sinon des privilèges. Donc, lorsqu'on parle de l'autorisation, on a également donc, ce qu'on appelle les modèles. Premièrement, nous avons le Role-Based Access Control. C'est celui qui est très répandu, celui qu'on connaît tous. Donc, là-bas, les accès sont attribués à des utilisateurs ou bien des acteurs par des rôles et des permissions. Ensuite, nous avons le Discretionary Access Control, qu'on appelle le DAC. Donc, là-bas, c'est qu'on utilise l'accès est contrôlé donc, par le propriétaire d'une ressource. Il y a aussi le Attribute-Based Access Control. Donc, à ce niveau-là, l'accès est basé donc, sur des attributs et un certain contexte. Là-bas, c'est ce qu'on a le plus souvent sur des cloud providers où il y a vraiment beaucoup de ressources. Donc, sur chaque ressource, on va donner une certaine permission à un acteur en fonction, par exemple, de son rôle, d'une adresse IP, du temps, de l'équipement qu'il utilise pour se connecter, d'une adresse MAC. En tout cas, on va essayer de combiner plusieurs éléments qui permettent de donner le OK à l'acteur en question qui est en train de demander à faire l'opération. Donc, le dernier des modèles, c'est celui qu'on appelle le MAC, le Mandatory Access Control. Là-bas, c'est une forme d'accès, c'est un modèle qui permet d'établir des polices. Donc, ces polices-là vont être définies au niveau le plus élevé du système ou de l'organisation. Donc, ça veut dire que on va prendre par exemple Active Directory ou bien LDAP, on définit vraiment l'ensemble des polices là-bas. Qui peut faire quoi, quand, comment. Et donc, c'est défini sur le système. Et une fois que tu as ajouté sur le système, tu ne peux rien faire d'autre que ça. Donc, tu es vraiment limité par ce que le système t'autorise à faire. Donc, il faut faire un petit récapitulatif de la différence entre l'authentification et l'autorisation, c'est quoi? Donc, l'authentification, d'abord, c'est d'abord de savoir qui est-ce que vous êtes. Donc, ça permet naturellement de prouver l'identité d'une personne.
L'authentification va être basée donc sur des facteurs, donc ceux qu'on a cités, something you know, quelque chose que vous connaissez, le something you have, quelque chose que vous avez comme un équipement, un téléphone, une clé, something you are, donc qui vous êtes. Bon, ça va être la reconnaissance faciale, reconnaissance rectilienne, reconnaissance vocale, empreinte biométrique. Donc l'objectif en fait c'est d'établir la vérité, c'est de s'assurer que quand une personne vient pour dire je suis telle personne, bah, le système doit être en mesure de s'assurer que cette personne est réellement qui elle est. C'est ça le but de l'authentification. Ensuite, nous avons l'autorisation. Donc, l'autorisation va permettre au système de savoir si vous êtes autorisé à effectuer l'action que vous êtes en train de mener. Donc, pour ce faire, le système va déterminer les accès que vous avez sur les données ou sur des actions bien spécifiques. Donc, et tout ça là, c'est renforcé par des polices, ce qu'on appelle des polices et des privilèges. L'autorisation est donc basée sur des modèles très connus comme le Airbag, le MAC, le DAC, le ABAC. Donc, sans trop de blabla, on va dire que l'authentification, c'est le point d'entrée et l'autorisation, c'est vraiment là que commence le challenge de la sécurité dans un système d'information. Donc, on parle d'autorisation le plus souvent, il y a un problème. Lorsque nous regardons sur cette image, voyons, ça c'est un code que j'ai en 2020. Je reconnais, c'est un peu bizarre. Aujourd'hui, même quand tu le regardes, tu te dis que marcher. Ça arrive souvent. Donc, dans cet exemple-là, on fait la vérification des rôles au niveau du contrôleur. Donc, on a un rôle égal à admin, user.id égal document.owner.id. C'est-à-dire si le rôle de l'utilisateur est admin ou si le rôle de l'utilisateur que le contrôleur, c'était le contrôleur HTTP. Donc, on reprend le même contrôle au niveau du service pour s'assurer que si jamais il y a une autre couche qui est en train de faire que la vérification se passe aussi. Et même au niveau du API Gateway, on l'implémentait aussi. Donc, ça, c'était la façon dont on le faisait avant et c'était vraiment pas cool. Donc, ça créait vraiment des problèmes. Parmi ces problèmes, on pouvait citer le fait que la logique de l'autorisation, de l'ensemble de l'autorisation du système, vraiment se retrouvait un peu partout dans le code. C'était vraiment difficile à faire des audits, c'est-à-dire qu'on veut savoir qui a fait quoi à quel moment avec cette façon de faire, c'est-à-dire lorsque on met en hardcore l'autorisation dans le système ou bien dans l'application, c'est vraiment difficile de savoir qui a fait quoi. C'était surtout difficile de faire des tests. Donc, à ce niveau-là, des tests unitaires vont, quand on ne sait pas faire, très vite devenir des tests d'intégration, alors qu'on veut juste tester la partie unitaire de l'autorisation, mais on se rend compte qu'il faut concrètement ou bien carrément faire un test d'intégration pour s'assurer que l'autorisation est en train de marcher. Donc, à chaque fois qu'une règle, donc mise dans l'autorisation changeait, bah, il faut faire des modifications au niveau du code et il faut redéployer tout le modèle. Et surtout qu'il n'y a pas une seule source de vérité. C'est-à-dire que lorsqu'on fait l'autorisation, il n'y a pas un service délégué pour s'occuper de l'autorisation. L'autorisation est dispatchée dans chaque service à chaque fois. Et ça, c'est vraiment problématique. Donc, ce code-là que j'ai écrit vraiment en 2020, je me rends compte aujourd'hui que ce n'est pas simplement un code, on va dire, dirty, ce n'est pas vraiment un code sale. C'était beaucoup plus une question architecturale. C'est-à-dire qu'on ne s'était pas posé à l'époque pour se poser les bonnes questions, pour se dire comment est-ce que. Voilà. Donc, aujourd'hui, il est question de pouvoir professionnaliser donc, l'autorisation. Donc, ça veut dire quoi? Quand je dis professionnaliser l'autorisation dans les applications, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc, un système d'autorisation professionnalisé devrait être centralisé. Ça veut dire que ce système devrait être la seule source de vérité pour tout ce qui concerne les accès au système. Il doit être déclaratif, c'est-à-dire qu'on doit définir le quoi et non le comment. Ensuite, il doit être auditable. Ça doit pouvoir répondre à la fameuse question qui a accès instantanément. Lorsqu'aujourd'hui, je veux savoir qui a accès à quoi, je ne suis pas censé aller écrire tout un code ou envoyer des requêtes vers la base de données pour savoir qui fait quoi, quand, comment. Il faut que déjà à partir d'un modèle déclaratif, je puisse savoir exactement qui est capable de faire quoi. Donc, il faut également que ce système soit testable. Ça veut dire que lorsqu'on définit des polices de sécurité, bah, il faut qu'on soit en mesure de tester ces mesures ces polices de sécurité-là avant même de faire le déploiement.
de ce modèle. Donc, le modèle de sécurité, il sera aussi versionnable. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un changement, il faut qu'on puisse avoir différentes versions des changements qui ont eu lieu pour le modèle, un peu comme ce qu'on fait avec l'infrastructure as code. Et surtout, il doit être très performant. C'est-à-dire que les réponses d'un système d'autorisation doivent donner des réponses en dessous de 100 millisecondes. Donc, même si nous sommes dans une architecture hyper distribuée, les réponses doivent arriver en dessous de 100 millisecondes. Donc, pour faire un peu d'analogie, on va dire que l'autorisation, c'est un peu comme une forme de réseau. C'est un peu comme un réseau ou un système d'observabilité et qui nécessite vraiment sa propre infrastructure. Donc, le système ou bien un système d'autorisation professionnelle, ce n'est pas juste du code dans l'aspect logique ou dans l'aspect business d'un projet. C'est quelque chose qui est complètement séparé. C'est comme ça que moi, je comprends, c'est comme ça que je résume la notion donc, d'un système d'autorisation qui est professionnel. Donc, dans la notion de système d'autorisation professionnelle, on a connu une évolution. Lorsqu'on a cité les modèles, on a cité donc le airbag, on a cité la BAC, on a cité le MAC, le DAC, ainsi de suite. Donc, tout ça n'est pas apparu au même moment. Il y a eu vraiment une évolution. D'abord, il y a eu le DAC, Discretionary Access Control, et le MAC, Mandatory Access Control. Donc, eux, ils sont apparus à partir des années 70. Là-bas, ce sont des modèles d'autorisation qu'on retrouve aujourd'hui au niveau des systèmes d'exploitation. Donc, ce qu'on a aujourd'hui avec les fichiers, les dossiers, lorsque vous êtes, par exemple, dans un même groupe de domaine AD ou LDAP, ce sont les systèmes DAC et MAC qui sont implémentés à ce niveau. Donc, avec l'avancée de la technologie, le fait que les ordinateurs ont commencé par proliférer, on a commencé par avoir des applications par entreprise. Là-bas, c'était beaucoup plus question de rôle. Donc, en fonction de ton rôle, tu pouvais effectuer une action bien définie. Donc, ça permettait d'établir une certaine hiérarchie dans l'entreprise. Parce que comprenez, une entreprise, c'est toujours organisé avec une hiérarchie. Il y a un directeur général, il y a un directeur des finances, sous la direction financière, il y a tel, il y a tel, il y a tel. Donc, c'est vraiment une hiérarchie qu'on peut classifier comme étant un organigramme. Donc, c'est là que le airbag a fait son apparition et c'est vraiment là que le airbag aussi a pris sa force. Donc, ensuite, en 2010 est arrivé le modèle qu'on appelle la BAC. Donc, la BAC, c'est le modèle utilisé principalement par les cloud providers. Le plus connu qui utilise vraiment de la BAC, c'est AWS. Lorsque vous avez un compte AWS et que vous voulez, par exemple, donner des rôles, des permissions, à un utilisateur sur une ressource. Donc, vous avez la liste des ressources et sur chaque ressource, il y a une action bien spécifique. Donc, c'est là-bas qui permet de le faire. Donc, il est beaucoup plus utilisé dans le cloud et dans des contextes vraiment très dynamiques. Et à partir de 2019, donc, Google a sorti le modèle REBAC, Relationship Driven. Relationship qui permet donc de gérer l'aspect de l'autorisation basé sur des relations. Donc, pour ce faire, Google a publié donc ce qu'on appelle un livre blanc, un white paper, de son outil interne qu'il utilise depuis des années qui s'appelle donc Zanzibar. Et aujourd'hui, donc, c'est ce qui fait l'objet donc de ce talk, on va dire ça comme ça. Donc, le REBAC, donc propulsé par Zanzibar. Donc, maintenant, puisque nous comprenons l'évolution, comment nous sommes passés donc du DMAC pour arriver finalement au REBAC aujourd'hui, nous allons voir maintenant quelles sont les limites de chacun de ces modèles. Donc, quand je commence par le airbag, donc la question c'est de savoir, on dit que le airbag, c'est vrai que ça brille, c'est intéressant, mais très rapidement ça étouffe. Donc, le airbag, ça marche vraiment très bien lorsque l'organigramme de l'entreprise est vraiment très bien défini. Lorsqu'on a des rôles très stables, on sait qu'on a des rôles stables fixes, par exemple admin, éditeur, lecteur, voilà, ça ce sont des rôles bien définis. Lorsque on a un certain nombre limité d'utilisateurs et lorsque les permissions changent vraiment très infréquemment. Donc, à ce moment, le airbag sera votre ami si vous êtes en train d'implémenter un modèle d'autorisation dans votre système. Par exemple, l'administrateur, ça c'est le rôle admin, il a des permissions comme read, create, read, update, delete. Le éditeur, il a des permissions telles que read, update, et le viewer, il a une permission donc read. Ça marche très bien. Mais si du jour au lendemain, vous allez à chaque fois rajouter de nouvelles permissions, rajouter, finalement, le airbag n'est pas fait pour vous. Donc, il est utilisé dans un contexte vraiment bien défini, bien spécifique, le airbag. Ensuite,
il y a la limite du airbag. Donc, le airbag, lui, il va éclater lorsqu'on va parler de rôle, c'est-à-dire lorsque le nombre de rôles va commencer par monter, lorsque le nombre de rôles va commencer par augmenter, le airbag va commencer par poser des problèmes. Lorsque, par exemple, le ownership, quand on dit le ownership, c'est-à-dire qu'on parle de la propriété d'un document. Je prends un exemple concret, je suis dans une entreprise. Ce n'est pas parce que tu as un rôle, je vais dire manager, que tu peux avoir accès à un document. Je peux être en entreprise, je peux utiliser l'équipement de l'entreprise, mais avoir des documents personnels. Donc, ce n'est pas parce que tu es manager que tu peux y accéder. Je peux toutefois décider de créer un document auquel je ne te donne pas accès. Ou encore, pour aller beaucoup plus loin, ce n'est pas parce que tu fais partie de la direction financière et que tu as un rôle, je vais dire, directeur des finances, que tu vas accéder à un document que moi, dans la direction des ressources humaines, moi, j'ai créé. Donc, à partir du moment où la propriété d'un document commence par être un prérequis dans l'entreprise, le airbag vous lâche. Et surtout, lorsque on veut définir des relations entre les documents, c'est-à-dire on veut savoir qui a accès à ce document, de quel département a accès à tel document, ainsi de suite. Lorsqu'on commence par se poser rapidement ces questions-là, le airbag vraiment va montrer ses limites. Donc, c'est comme ça qu'on va pousser, on va essayer d'aller à la BAC. La BAC, lui, qui est vraiment très intéressant, il est très puissant, mais il est très complexe. Donc, dans un premier temps, le concept de la BAC, c'est quoi? Il est basé sur des polices. Il utilise des attributs. Ces attributs sont basés donc, sur des polices. Donc, avec la BAC, on peut avoir une hiérarchie organisationnelle vraiment très bien définie. Lorsque les rôles sont vraiment aussi stables, c'est-à-dire admin, editor, viewer, lorsque le nombre d'utilisateurs est vraiment très réduit et que également les permissions changent fréquemment. Donc, la BAC rejoint exactement le airbag. Donc, quelles sont ses forces? Il y a la flexibilité. Il y a également le contexte. Quand on parle de contexte, il faut aller dans des entreprises où tu ne peux, par exemple, pas accéder aux ressources de l'entreprise en dehors du réseau, en dehors des équipements qui sont configurés pour. Si tu n'as pas la bonne adresse MAC, si tu ne te trouves pas dans le bon pays, si tu n'es pas sur le bon réseau, ainsi de suite. Donc, ça, c'est vraiment le modèle adéquat lorsque vous avez ce genre de requirement dans les métiers, dans le processus métier. Donc, il est aussi très bien pour les environnements dynamiques. C'est ce qu'on voit aujourd'hui sur le cloud. Le cloud, c'est vraiment un environnement dynamique qui te permet de, lorsque tu as besoin de créer des ressources, tu peux créer, supprimer à n'importe quel moment, comme tu veux, quand tu veux. Donc, la BAC est vraiment fait pour ça. Mais quels sont les challenges? Quand nous prenons les challenges de la BAC, avant de réellement implémenter le modèle ABAC, on va se rendre compte qu'il faut utiliser des langages de police qui peuvent s'avérer être complexes. Exemple, le XHTML. Donc, c'est quelque chose, c'est un langage qui est basé sur du XML qui vous permet d'écrire des polices. Il y a aussi CEDA. Donc, CEDA, c'est celui que AWS utilise. Je pense qu'ils ils ont fait une version open source de cet outil-là pour les personnes qui veulent faire donc, de la BAC dans des systèmes internes. La BAC, il est vraiment compliqué à débugger. Donc, quand par exemple, tu fais une demande d'accès à une ressource et que tu es rejeté, avec la BAC, c'est compliqué de savoir pourquoi est-ce que ma demande n'a par exemple pas été acceptée par le système d'autorisation. Donc, il y a aussi l'aspect de performance. Ça nécessite vraiment énormément de ressources. Après, pour l'évaluation des expressions, quand on parle d'expressions, c'est-à-dire que vous allez définir des expressions d'autorisation au niveau des polices en utilisant de XCaml, de XHTML ou bien de CEDA. Donc après, pour évaluer ces expressions, c'est vraiment compliqué. Il faut passer énormément de temps pour comprendre ce que tu es en train de faire. Et ça ne résout toujours pas le problème des hiérarchies de façon naturelle. Donc, il faut toujours écrire du code, il faut toujours tester, il faut toujours. Et pour avoir fait du XML, on se rend compte rapidement que c'est vraiment quelque chose qui peut être messi. Donc, ça, c'est un exemple dans la capture d'écran sur ma gauche. C'est un exemple qui montre comment on implémente voilà, une police donc, en utilisant le XHTML. Donc, on dit qu'on t'autorise si, par exemple, l'utilisateur du département c'est-à-dire l'utilisateur faisant partie du département, si l'utilisateur d'un département, pardon, est dans le même que la ressource donc, qui est en train d'utiliser. Donc, si une ressource se trouve dans un département X et que l'utilisateur aussi se trouve dans ce département,
alors il peut y accéder. Et si l'utilisateur a le niveau d'accès autorisé pour le faire, est-ce que le document est classifié, ainsi de suite. Donc, il y a vraiment des conditions. Regardez déjà, même malgré que je l'ai écrit, la difficulté avec laquelle j'essaie de l'expliquer. Donc, ça, par exemple, c'est un big problème donc, du modèle ABAC. Donc, il est très intéressant à utiliser, mais il est vraiment très compliqué. Donc, derrière tout ce que nous voyons ici, ça, c'est un exemple, mais dites-vous que c'est ce que AWS utilise vraiment pour mettre en place les permissions granulaires sur chaque ressource au sein d'une organisation lorsque vous avez un compte AWS. Donc, c'est maintenant qu'on vient au RIBAC, donc le cœur même de cette présentation. Donc, le RIBAC qui est propulsé donc, par une approche orientée graphe. Donc, le cœur même du RIBAC, c'est que tout tourne autour des relations. Donc, au lieu de poser des questions, par exemple, est-ce que l'utilisateur a le rôle éditeur? Donc, ça, c'est le modèle Airbag. Est-ce que les attributs donc, matchent avec la police que nous avons? C'est le ABAC. Donc, avec le RIBAC, on pose simplement la question, quelle est la relation entre cet utilisateur et une ressource? C'est la seule question qu'on se pose dans le RIBAC. C'est la raison pour laquelle on dit que tout le RIBAC ou bien le modèle RIBAC est basé donc, principalement sur les relations. Donc, un exemple simple, on dit que Alice est propriétaire du document 1. Donc, le document 1 est contenu dans le dossier 2. Donc, Bob a la possibilité de voir le contenu du dossier 2. Donc, par ricochet, Bob peut également voir le contenu du document 1 puisque ce document se trouve dans le dossier 2. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que Bob peut consulter le document 1? Donc, la réponse est oui, parce qu'il y a une relation qui part de Bob aller au dossier 2 pour finalement revenir au document 1. Donc, c'est ça le cœur même du RIBAC, le fait que tout soit basé sur l'approche des relations. C'est un peu comme ce qu'on a étudié en cours, on parle de théorie des graphes, et ainsi de suite. Donc, vraiment, le modèle RIBAC est basé là-dessus. Donc, le modèle RIBAC, quand on en parle, donc on va dire quels sont ces concepts clés. Donc, dans le modèle RIBAC, quelque chose qu'il faut retenir, donc, il y a principalement 4 éléments. Le premier, c'est ce qu'on appelle les tuples. Donc, les relations de tuples. Donc, on va dire, c'est le cœur même, d'accord, du modèle RIBAC. Donc, il se note comment? On a un objet, ensuite, on a une relation, c'est-à-dire objet, dièse, relation, at subject. Donc, par exemple, on dit, quand je prends l'objet document, qui s'appelle, par exemple, readme, il y a la relation owner sur l'utilisateur Alice. Donc, ce qui veut dire que Alice, l'utilisateur Alice, est le propriétaire du document owner. Donc, déjà, avec cette façon de faire, tu peux facilement lire. Quand tu vois déjà la règle, tu sais exactement qu'est-ce qui est en train de se passer. Un second exemple, nous prenons l'utilisateur Bob. Il est membre du dossier engineering. Donc, ça veut dire qu'on a créé un dossier engineering et Bob a accès à ce document-là, à ce dossier. Quand nous prenons par exemple le document, le dossier engineering, on prend pardon, le fichier README, il a comme pour parent le dossier engineering. Donc, bien que Alice a créé ce document, Bob qui a accès à ce dossier qui a pour parent donc, le document de Alice, Bob peut donc consulter le document README de Alice. Voilà. Donc ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est le modèle d'autorisation. Donc, dans le modèle RIBAC, l'autorisation, quand on parle de modèle, il va permettre de définir ce qu'on appelle les types et les relations. Donc, le type, c'est quoi? Donc, dans le premier cadran, on a dit qu'on a un objet, on a la relation, on a le sujet. Donc, le type, c'est l'objet ici. Donc, dans la description, dans la façon d'écrire, on dit par exemple type document. Donc, ça veut dire que nous sommes en train de définir dans le modèle une ressource à laquelle un acteur peut accéder. Donc, ici, document. Maintenant, quelles sont les relations de l'utilisateur avec cette ressource? Donc, on écrit relation, enfin, define owner, donc user. Ici, ça veut dire simplement que on met un tableau du user, ça dit que plusieurs utilisateurs peuvent avoir accès à ce document. Donc, tu es owner. Quand c'est le cas d'un viewer, donc ça veut dire que pour être viewer, il faut être utilisateur ou sinon owner. Donc, quelqu'un qui est owner, donc par ricochet, il est viewer de ce document-là. Il y a aussi la notion de parent. Donc, quand on dit parent, c'est une relation, donc comme tout autre. Et ça rejoint donc le type folder. Donc, l'idée, c'est qu'on veut permettre, donc on veut dire, dans ce modèle-là, si on veut l'analyser ou si on veut l'interpréter,
on peut retenir plusieurs choses. On va dire que pour créer un document, il faut être un utilisateur. Pour voir un document, il faut être utilisateur ou il faut être owner. Le document peut être mis dans un dossier. Donc, ça veut dire qu'un document a forcément un parent. Donc, c'est ce que ce modèle-là veut dire, qu'on peut facilement interpréter. Donc, ensuite, il y a la notion de check query. Donc, l'idée du check query, c'est on pose des questions clairement au moteur. On dit, est-ce que l'utilisateur X peut faire Y sur un objet Z? Donc, exemple, can user Bob view document readme? Donc, cette simple question va traverser en fait tout le graphe pour rechercher les relations entre l'utilisateur Bob et la ressource readme. Donc, le reback vient aussi avec une certaine force, ce que moi j'appelle une certaine force, c'est de faire ce qu'on appelle les computed permissions. Donc, l'idée, c'est de combiner des relations. Par exemple, l'utilisateur, on définit une relation can delete. Donc, owner qui peut supprimer un document, c'est son propriétaire. Qui peut éditer un document, c'est le propriétaire ou toute personne qui a le rôle éditeur. Qui peut voir un document, c'est le propriétaire ou toute personne qui a le rôle éditeur ou toute personne qui a le rôle viewer. Donc ça, c'est tout simple. Donc, en quelque sorte, c'est ça le concept donc, du reback. Donc pour résumer, nous avons la notion donc, de tuple. Nous avons la définition du modèle et des types, donc, qui nous permet d'établir les types et les relations. Nous avons le check query, qui nous permet donc de poser des questions au moteur du modèle. Okay? Et ensuite, nous avons la possibilité de combiner des permissions pour pouvoir réaliser cela. Donc, quand on parle du reback, en réalité, il ne vient pas d'ailleurs. C'est Google qui l'a mis en place. Donc, quel était le challenge de Google en réalité? Donc, Google, on sait que ce sont des milliards d'utilisateurs. Ce sont des milliards de ressources. Ça parle de Google Docs, des vidéos sur YouTube, des mails, des messages. Vraiment, ce sont des milliards de ressources sur Google. Le Airback ne peut pas gérer, l'ABAC ne peut pas gérer, le Mac ne peut pas gérer, le DAC ne peut pas gérer. Donc, ils ont sorti donc, le Reback avec un outil qu'ils ont appelé Zanzibar. Donc, c'est quelque chose qu'ils ont utilisé en interne vraiment pendant très longtemps. Et un jour, ils ont décidé de publier un white paper donc, qui décrit comment cela marche. Donc, sur la petite capture d'écran, on voit l'architecture de Zanzibar. On peut voir donc le client. En premier lieu, on a le client qui va donc effectuer des requêtes sur le cluster, donc le cluster de Zanzibar, donc dans lequel il y a des SEL servers. Donc, de ce que j'ai retenu en lisant ce white paper, le SEL server, c'est lui en réalité qui se charge de faire tout ce qui est check, donc de s'assurer que l'utilisateur il a réellement accès, oui ou non. Ensuite, ils ont une base de données. Donc, ils utilisent le spanner. Pour les utilisateurs de Google Cloud, vous devez savoir qu'il y a une base de données qui s'appelle le Cloud Spanner. C'est vraiment quelque chose de très puissant. C'est une base de données, un type de base de données qu'ils ont complètement sorti de l'ordinaire. Alors là, c'est vraiment très puissant. Et c'est ce qu'ils utilisent eux-mêmes. Donc, puisque c'est Google, bah, ils sont en mode vraiment en mode distribué. C'est la raison pour laquelle vous voyez qu'au niveau des SEL serveurs, il y a des connexions entre tous les SEL. Donc, c'est pour faire de la réplication. C'est la même chose également donc, pour la base de données. Donc, quand on quitte la base de données, ils ont mis également en place un système d'indexation et un système de cache. Donc, ils ont appelé ça le Leopard Indexing System et le Watch Server. Donc, à chaque fois qu'il y a un ajout, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un check, un read, un expand, un write, il y a un changelog qui est effectué donc, au niveau du spanner. Donc, le Watch Server, il écoute les événements sur le changelog pour voir est-ce que le modèle a changé, est-ce que le tuple a commis des modifications. Donc, en fonction de ça, le système d'indexation va donc, lui, rapidement calculer la relation donc, entre l'acteur et une ressource. Bon, on parle de Google, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont des centaines de milliers de serveurs un peu partout dans le monde. Donc, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un système qui va te répondre en 4-5 secondes. Non. On parle vraiment là d'une réponse qui vient en nanosecondes parce que voilà, ils ont vraiment mis le paquet pour ça. Après tout, c'est vraiment leur système, quoi. Donc, pour résumer, ce qu'il faut retenir ou ce qu'il faut comprendre donc, sur la solution de Zanzibar, c'est que Google Zanzibar propose une solution qui est donc basée sur des tuples. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui se fait avec le code. Les informations sont stockées donc, au niveau d'une base de données qu'ils manipulent eux-mêmes.
Donc, le fait qu'on utilise des graphes, c'est-à-dire des algorithmes qui vont parcourir des graphes, font que la recherche est très optimisée, très poussée. Et aussi, ils ont des systèmes de cache très performants, donc, qui leur permettent de répondre très rapidement aux besoins de leurs utilisateurs. Donc, pourquoi est-ce que ça devrait vous intéresser? Donc, pourquoi est-ce que quelqu'un devrait s'intéresser à Zanzibar ou sinon au modèle Reback? C'est parce que Google en a déjà fait les preuves avec. Zanzibar a été prouvé sur l'échelle planétaire. Son implémentation est aujourd'hui open source, en tout cas depuis 2019, lorsqu'ils ont publié ce white paper. Et Zanzibar vient vraiment avec un design pattern que tout le monde peut adopter dans son système. C'est ce qui a vraiment permis de mettre en place beaucoup d'autres systèmes. Donc aujourd'hui, le Reback, ce n'est plus vraiment une théorie. Google a vraiment prouvé que ça existe. Ils l'ont implémenté et ils ont donné la route à plusieurs personnes de faire la même chose aussi. Donc, quand on quitte Zanzibar, on va à l'open source. Maintenant, on rentre à la maison, on va dire. Google, c'est Google. Google, c'est propriétaire, c'est pas open source. OK, Google fait de la contribution open source sur vraiment un très grand nombre d'outils, mais ils n'ont pas mis open source Zanzibar. Ils n'ont pas mis open source, ils ont juste montré l'architecture et décrit comment ça se passe. Et donc, il y a plusieurs personnes, plusieurs projets qui sont nés à partir de ce moment-là. Donc, parmi ces projets, il y a ce fameux outil qu'on appelle OpenFDA, pour l'acronyme de Open Fine Grade Access. Donc, c'est un projet qui a commencé avec Auth0 et ensuite qui a été confié à la CNCF. Donc, aujourd'hui, il est en incubation à la CNCF. Il est donc un outil par ricochet cloud native et vraiment très developer friendly avec ses SDK, ses API, donc qui peut te permettre de concevoir un système d'autorisation vraiment très efficace, très performant. Donc, pourquoi OpenFDA pour cette présentation? Donc, premièrement, c'est parce que c'est un outil CNCF, donc vendor neutral. Il ne dépend de personne, ça appartient à la communauté et non à une personne. Il est surtout production ready. Sachez que si vous voulez faire du Reback sur Auth0, vous allez utiliser donc OpenFDA parce que même Auth0 l'a intégré aujourd'hui dans sa version SaaS, donc que vous pouvez utiliser facilement pour faire du Reback. La documentation est vraiment très bien posée. Tu peux suivre la documentation du début jusqu'à la fin et mettre en place ton système d'autorisation. Il supporte également plusieurs langages. Donc, à travers les SDK, il y a Golang, Python, PHP, JavaScript, TypeScript et je pense aussi Java. Donc, tu peux l'intégrer selon ton besoin. Donc, ce que nous n'allons pas faire aujourd'hui, c'est comparer OpenFDA avec d'autres solutions comme SpiceDB, Oriketo, Osu, tout ça. Non. On va juste se focaliser sur cet outil cloud native que nous allons présenter parce que l'objectif, en réalité, c'est de comprendre les concepts du Reback à travers OpenFDA. Donc, on ne va pas aller dans un deep explanation de pourquoi choisir OpenFDA et tout ça. Après, je pense que vous avez la possibilité d'aller, de chercher, de faire des recherches par vous-même. Voilà. Donc, l'architecture de OpenFDA, déjà, dans cette capture d'écran, vous avez votre application. Lorsque vous prenez OpenFDA, c'est quelque chose que vous déployez, c'est un service que vous déployez qui doit être connecté à une base de données. Les bases de données, vous avez PostgreSQL, MySQL ou SQLite. Donc, quand on prend le service OpenFDA, il est composé de deux éléments principalement, ce qu'on appelle le check engine et le tuple store. Donc, le check engine, c'est ce moteur-là qui va permettre de déterminer les relations entre deux nœuds. Quand je dis nœud, je parle en termes de graphe, c'est-à-dire que vous avez un point A, un point B. Donc, c'est le check engine qui permet au mécanisme de savoir s'il y a un lien entre deux éléments, entre un acteur et une ressource, par exemple. Donc, le tuple store, c'est la base de données, c'est la façon dont OpenFDA stocke en fait les tuples. Quand on dit tuple, c'est l'enregistrement. Si je dis par exemple que l'utilisateur Alice a un document qui s'appelle rapport 2025, par exemple, il faut informer le OpenFDA pour dire que voilà, il y a telle information qui existe. Donc, c'est ça ce qu'on appelle le tuple. Et donc, ce tuple est également aussi enregistré. Donc, aujourd'hui, si vous voulez greffer OpenFDA à votre application, en réalité, tout ce que vous avez à faire, c'est de le déployer, de le connecter à une base de données Postgre, MySQL ou SQLite. Et c'est-à-dire, vous êtes bon pour commencer par faire l'autorisation. Donc, il est déployé vraiment de façon séparée à votre système. Il est complètement indépendant de votre système. Il est stateless surtout. Donc, vous n'avez pas besoin de faire des histoires de cookies, de sessions. Non, il est vraiment stateless. Et il expose... Désolé, hein, il y a eu des stages chez moi, du coup, j'ai perdu mon wifi. Ah, c'est pas grave.
Un instant, je relance. Yes. Je vais reprendre le partage de l'écran. Est-ce que c'est bon? Voilà, c'est bon, je crois. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, j'étais en train de. Yes, parfait. Je venais de finir de présenter l'architecture de OpenFGA, de la façon dont ça marche. Donc, après, pour parler donc, de OpenFGA, ils ont un playground. Donc, le playground, c'est principalement pour tester les modèles. Donc, en fait, c'est pour voir comment ça marche, c'est pour découvrir l'environnement du Reback. Ils ont développé une plateforme. Donc, tu peux l'utiliser en ligne, tu peux faire un Docker pool. Bon, moi, personnellement, puisque je travaille avec, j'ai complètement utilisé la version offline. Comme ça, tu peux tester tes modèles et faire les tests, les assertions directement en local sans forcément passer par Internet. Et ça marche. Donc, le Playground, donc, il vient avec un éditeur de modèles, donc il va vous permettre de définir les types et les relations. Donc, c'est ce que nous avons à droite. Donc, la partie où c'est numéroté de 1 à 18. Le tuple editor, donc ça, c'est un peu plus bas dans l'exemple, là où c'est écrit en bas là-bas, tuple 13, ça 13. Il y a le query tester. Donc, c'est juste une flèche à côté en bas là-bas qui vous permet donc d'écrire des tests pour faire des checks, hein, donc des tuples que vous avez. Il y a les assertions aussi. Donc, ça, c'est pour faire écrire des tests complets donc pour votre modèle. La visualisation, la partie de visualisation, c'est pour vous permettre de visualiser le graphe, c'est-à-dire les différentes relations de votre modèle. Et vous avez également la possibilité d'exporter sous forme de JSON ou de DSL. Donc, le DSL, c'est tout proche du YAML. Donc, vous avez cette possibilité-là, donc de l'exporter soit en JSON ou en DSL. Donc, ce truc-là, il est vraiment très intéressant si vous voulez apprendre le Reback. Vous voulez essayer les différents concepts de façon interactive du Reback. Vous voulez tester des modèles avant de les mettre en production. Ou vous voulez simplement créer des modèles que vous allez partager avec la communauté Reback. Cet outil-là, c'est vraiment le bienvenu. C'est un outil web, donc vous pouvez y accéder. Si c'est en local, je pense que si j'ai bonne mémoire, c'est localhost 3000. Lorsque vous le déployez, il n'y a pas forcément d'installation et voilà. Donc ça marche super bien. Donc ça, c'est pour le Playground. Donc pour cette démo, ce que j'ai voulu faire, c'est de présenter rapidement un modèle que j'avais préparé donc, pour ce talk. Donc le business requirement, donc quels sont les besoins métiers de l'entreprise. J'ai pris une entreprise fictive, en fait pas si fictive que ça, c'est celle dans laquelle je travaille actuellement. On a principalement des utilisateurs. Donc, les utilisateurs, ce sont des comptes individuels. Nous avons des workspaces. Donc, par workspace, on entend les différentes unités de l'entreprise avec des rôles hiérarchiques. Nous avons aussi des documents. Donc, on a fait vraiment un truc très simple. Donc, les documents, c'est-à-dire que l'entreprise crée souvent des documents et l'objectif, c'est de pouvoir limiter très rapidement. Donc, quelles sont les règles? Donc, l'utilisateur peut faire partir d'un ou de plusieurs workspaces. Le workspace, c'est-à-dire un workspace contient des documents. Dans un workspace, l'utilisateur root a accès à tout ce qui est document au sein du workspace. Tout ce qui est ressources au sein du workspace, l'utilisateur root y a accès. En termes d'isolation, les utilisateurs ne peuvent avoir qu'accès qu'aux ressources de leur workspace. Donc, si un utilisateur est dans un workspace A, il ne peut voir que des documents ou bien des ressources dans le workspace A et non ceux du workspace B. Seuls ceux qui sont propriétaires d'un document ou bien l'utilisateur ou du workspace peuvent partager des documents donc, au sein du workspace. Il y a la possibilité également pour des utilisateurs externes d'avoir des accès limités par le temps à des documents. Donc, ça, ce sont les règles de notre organisation. Quand on le regarde comme ça, un dev va se dire, OK, je vais coder, on se lève tout de suite, on commence par écrire du code vraiment très messy. Mais dans le Reback, ça ne se passe pas comme ça. On définit le modèle et on procède. Donc, pour la démo, je vais venir quelque part par ici. Je pense que mon écran il est toujours partagé, donc j'ai ça donc, comme modèle. Le modèle il se présente toujours comme ça. Je vais essayer d'agrandir un peu mon
truc-là pour permettre que l'écriture soit un peu plus grande. Donc, voilà, c'est un modèle qui ressemble un peu au YAML. Donc, sauf que ici, il n'y a pas de... La différence que j'ai vue, c'est que, par exemple, le YAML, quand tu mets une propriété, il faut mettre 2 points, ainsi de suite. Mais dans le DSL, ça n'existe pas. Tu écris juste. Donc, la déclaration commence d'abord par le modèle et la version du schéma. Donc, dans la règle métier, on disait que les utilisateurs font partie d'un workspace. Donc, en fait, quand on essaie d'analyser les règles métiers de notre organisation, on se rend compte qu'on a des utilisateurs, on a des workspaces et on a des documents. Donc, ça, ce sont les trois entités que nous avons principalement. Donc, si nous revenons au niveau de notre OpenFDA, c'est-à-dire au niveau du playground, donc nous avons ça. L'utilisateur, nous avons un type utilisateur. Nous avons un type workspace. Donc, quand nous prenons le workspace, bah, en fait, il faut définir les relations. On nous a dit que un utilisateur est membre d'un ou plusieurs workspaces. Et que dans un workspace, il y a toujours un utilisateur root. Donc, dans le workspace, on définit une relation, donc relation ici. On dit define, donc on définit la relation. Le nom de la relation, c'est membre. Donc, nous avons l'utilisateur membre, donc qui peut être user ou sinon root. Donc ensuite, ici maintenant, on définit c'est quoi un root. On dit que le membre d'un workspace, c'est n'importe quel utilisateur ou bien c'est un root. Donc le root, c'est quoi? Le root, c'est simplement un utilisateur. Donc on va dire un super utilisateur du workspace. Donc ce qui veut dire que le root est d'abord un membre avant d'être root de ce workspace-là. Ensuite, nous avons le document, donc l'entité document. Et quand on prend le document également, nous allons définir des relations. Donc, quand on parle de relation, on dit que le document fait partie d'un workspace. C'est la raison pour laquelle un utilisateur dans un workspace ne peut voir que les documents de ce workspace. Donc, quand on prend le document, on définit une relation qui s'appelle parent workspace. C'est un peu comme ce que nous allons faire en SQL. Donc, nous allons définir une relation parent workspace et nous allons identifier que ça rejoint l'entité workspace. Ensuite, nous allons parler de workspace root. Donc, le workspace root, c'est la relation qui va permettre au root, c'est-à-dire à l'utilisateur root d'un workspace, de pouvoir accéder totalement donc, aux documents de son workspace. Nous avons vu également dans les règles métiers, si je ne me trompe pas quelque part ici, on dit les utilisateurs externes peuvent avoir accès limité par le temps aux documents. Donc, peu importe le workspace dans lequel il a été invité. L'accès qu'il a sera régi par un certain temps. Donc, on crée la relation qu'on appelle temporary reader, donc lecteur temporaire. On dit qu'il aura accès en lecture. Donc, quand on dit lecture, c'est qu'il ne peut que voir, il ne peut pas modifier, il ne peut pas supprimer, il ne peut pas non plus partager. Donc, ici, il y a une petite différence. On va voir que cette relation-là, c'est soit un utilisateur c'est d'abord un utilisateur avec des accès temporaires. Donc, pour revenir un peu plus bas, dans OpenFDA ou bien dans le reback, vous allez voir qu'il est possible de définir des conditions pour qu'une relation soit vraie. Donc, on dit temporary reader, c'est l'utilisateur avec des accès temporaires. Donc, le temporary access, c'est celui que j'ai défini quelque part ici. Donc, je pose une condition que j'appelle temporary access, et cette condition, elle prend 2 paramètres. Donc, c'est le current time, c'est-à-dire c'est le temps actuel, et la date d'expiration. C'est-à-dire, puisqu'on dit qu'il a accès, scoop par le temps. On peut dire que son accès est limité jusqu'au 31 janvier 2026, par exemple. Donc, ça, c'est la limite. Donc, c'est la limite après laquelle sa condition n'est plus vraie. Donc, quand j'écris ça sous forme d'une fonction, et puis je dis, pour que ça soit vrai, il faut que le current time soit inférieur à la date d'expiration. Ce n'est qu'à cette condition-là que la relation est vraie. Donc, ça, c'est la condition du temporary access. Ensuite, on parlait des propriétaires de documents. Donc, pour être owner, il faut être utilisateur. Donc, pour être reader, c'est-à-dire pour avoir la possibilité, le rôle de reader, il faut être utilisateur et membre de ce workspace. Ou sinon, un writer. Et pour être un writer, il faut être utilisateur, membre de ce workspace ou owner. Donc ici, des fois, on peut se poser des questions, pourquoi est-ce qu'on reprend les choses? Et ça peut s'expliquer. C'est très simple. On dit que quelqu'un qui a la possibilité d'éditer un document, il faut qu'il ait la possibilité donc, de pouvoir lire ce document. Tu ne peux pas éditer un document que tu ne peux pas voir. Donc, c'est la raison pour laquelle le reader, c'est à la fois l'utilisateur et membre du workspace ou quelqu'un qui est writer. Et maintenant, vous allez voir qu'ici, on définit la relation writer pour dire, on dit que pour être writer, il faut être utilisateur et membre du workspace ou sinon tu es le propriétaire.
Donc, celui qui peut éditer le document, c'est un utilisateur membre de ce workspace ou soit le propriétaire. Quelqu'un qui peut lire le document, c'est un utilisateur du workspace ou quelqu'un qui a la permission d'écrire. Et donc, on a le owner par ricochet en début. Donc, maintenant vient les permissions. Donc, on peut définir également les relations de permission. On dit qui peut lire. Donc, can read, c'est celui qui a le rôle de reader ou quelqu'un qui a le temporary reader. Parce que les règles éditées par l'entreprise nous disaient que pour n'importe qui dans le workspace qui a la permission peut lire le document et les personnes externes qui ont reçu vraiment cette autorisation-là peuvent également consulter le document. Donc, qui peut lire un document? C'est quelqu'un qui a le rôle reader ou quelqu'un qui est de type temporary reader ou l'administrateur donc du workspace. Donc, ce sont ces trois types de personnes-là qui peuvent accéder aux documents du workspace. Donc, qui peut partager un document? La règle disait que seul le propriétaire du document ou l'administrateur du workspace peut partager un document. Donc, define can share, on a le owner ou le workspace root. Ensuite, nous avons le can write. Donc, dans le can write, qui est-ce qui peut éditer un document? Donc, c'est celui qui a le rôle writer, ou sinon, c'est le workspace root. Donc, voilà comment rapidement on définit donc, notre modèle au niveau du reback. Donc, la première des choses en réalité qui frappe, ou bien il y a plusieurs choses qui frappent à l'œil quand on fait du reback. La première des choses, c'est le modèle. C'est-à-dire que nous sommes partis des règles métiers que ensuite nous avons modélisées. Donc, on peut tester. Quand on vient, on prend la règle métier, on la lit. On peut déjà savoir que non, le modèle que nous avons établi ne respecte pas la règle métier. Donc, ça, c'est déjà un avantage. Ensuite, dans cette partie sur la droite, c'est-à-dire au niveau du viewer, on a donc les différentes relations. Euh, Nous avons ici le store, c'est-à-dire c'est le modèle que j'ai appelé comme ça, démo. On voit les entités. Donc, nous avons document, workspace, nous avons user. Nous avons les différentes relations. Donc, vous pouvez déjà visualiser quels sont les chemins possibles pour pouvoir atteindre un élément donc, de notre graphe. Donc, ça, c'est la partie visuelle qui nous le permet. Nous avons un peu plus bas, comme je le montrais dans la capture d'écran lorsque j'ai présenté le playground, nous avons la partie des tuples, donc, qui nous permet d'ajouter des tuples. L'idée derrière l'ajout des tuples, c'est quoi? C'est de pouvoir enregistrer les informations. Comme je l'expliquais lorsque je parlais de l'architecture de OpenFDA, lorsque vous avez le modèle, vous avez également les tuples. Donc, dans ce genre de tuples, on voit que l'utilisateur Denis, quand on dit user Denis, c'est ceci. On a défini une entité user. Donc, on veut faire l'enregistrement. On dit user Denis. Il a quelle relation avec le workspace DigiJob. Donc, on est en train de créer un workspace qu'on appelle DigiJob, par exemple. Et Denis, dans ce workspace, il a la relation route. Donc, c'est comme ça que je l'ai défini. Ensuite, je prends, par exemple, l'utilisateur Alice, qui est également dans le workspace DigiJob membre. Donc, ça, c'est la notion de type. C'est comme ça qu'il fonctionne. Ensuite, il y a les assertions. Donc, les assertions, c'est pour faire des tests. Comment les tests fonctionnent? En réalité, on peut rapidement faire un test ici pour ajouter des tests. Donc, tu fais ceci, user Denis, donc root, le workspace job comme ceci. Donc, tu as le allowed. Donc, le allowed, c'est quelque chose qui te permet de savoir, tu fais un test, c'est que quand tu fais le test, tu sais exactement ce qui doit se passer. Ici, je dis l'utilisateur Denis est à la relation route avec le workspace DigiJob. Je fais allowed, je mets true parce que je sais que c'est vrai. C'est ce que j'ai défini dans le tuple. Donc, si je fais un save, j'ai l'information qui a été enregistrée. Donc, ici, j'ai l'assertion. Je peux exécuter pour m'assurer que c'est bon. Donc ici, j'ai effectivement le test qui me dit que bon, voilà, l'information que j'ai enregistrée, elle est vraie. Donc ça, vraiment, c'est la force du reback. Le fait de partir donc des règles métiers pour finalement arriver donc à cette modélisation, le fait de pouvoir écrire, de pouvoir faire des enregistrements et donc de pouvoir faire des tests aussi. C'est vraiment ça la force du reback. Donc, si on veut aller vraiment beaucoup plus loin, ça semble, on va dire, abstrait, mais en réalité, si on est sur de gros projets, ça sera beaucoup plus gros que ça. Donc, je vais
essayer de montrer un truc par ici. Un instant. Là, j'ai ça et lui. Donc, l'idée, en fait, c'est de vous montrer comment c'est toujours possible donc d'aller beaucoup plus loin avec OpenMDA. Donc, le modèle préalablement que j'ai défini, donc c'est celui-ci, dans un vrai projet où tu t'occupes de la partie autorisation, ou si jamais tu es en train de bosser sur un IAM. Donc, l'idée, c'est de pouvoir définir le modèle, c'est-à-dire prendre les règles métiers de définir le modèle. Après la définition de modèle, tu as donc la possibilité de prédéfinir des tuples. Donc, l'idée, c'est d'ajouter des tuples. Donc, tu peux les mettre dans un fichier YAML, comme on le fait le plus souvent quand tu es habitué à des environnements comme Kubernetes. Donc, tu les ajoutes. Donc, ici, j'ai reproduit la même chose où je dis l'utilisateur Denis, il a la relation route avec le workspace DigiJob. Donc, de même pour l'utilisateur Alice, Bob, l'utilisateur Orsi. Ensuite, les documents. On avait dit dans le modèle quelque part ici que nous avons un document. Donc, nous avons une entité document. Et donc, dans cette entité, pardon, dans l'entité document, on veut enregistrer l'utilisateur Alice a créé un document qui s'appelle rapport 2025, donc dans ce workspace-là. Donc, pour l'enregistrer comme tuple, donc c'est la même chose. On a donc le user workspace DigiJob, c'est-à-dire on spécifie le workspace dans lequel le workspace parent, parce que ici, on a dans le document, on parle de parent workspace. Donc, dans le tuple, on le définit, on dit que le document rapport 2025 a pour relation workspace parent le workspace DigiJob. Donc, c'est comme ça que le moteur de vérification va s'assurer que si tu n'es pas dans ce workspace, en réalité, tu ne peux pas consulter ce document. Ça veut dire que nous sommes en train d'enregistrer le document là dans ce workspace bien défini. Ensuite, on donne la propriété du document Alice. On dit que l'utilisateur Alice a la relation owner avec donc, le document rapport 2025. Maintenant, Alice donne la permission ou bien le rôle d'écriture, de modification à l'utilisateur Bob sur le document rapport 2025. Et puisque les règles métiers disaient que les consultants ou bien les utilisateurs externes peuvent accéder ou bien peuvent accéder donc à un document, Alice a donc donné l'accès au rapport 2025 à un utilisateur qui s'appelle Lucas. Et comme on l'a défini dans notre modèle, donc on dit lorsque tu donnes un accès temporaire sur un document, il faut donc spécifier la date d'expiration. Donc, Alice a décidé que Lucas peut consulter le document jusqu'au plus tard le 31 janvier 2026 à minuit 00. Ça veut dire que passé cette heure-là, Lucas ne peut plus consulter ce document-là. Tant qu'on n'est pas encore arrivé à cette date, Lucas peut toujours consulter le document. Donc, ça, ce sont les tuples. Ça veut dire que vous enregistrez absolument tout donc, dans un projet. Et ici, nous avons donc également un utilisateur Mesa, donc, qui est route du Workspace Dakar. Donc, l'idée ou bien l'objectif, c'est de s'assurer que cet utilisateur-là ne puisse pas accéder donc, au document rapport 2025 qui appartient donc au Workspace DigiJob, qui a été créé donc, par l'utilisateur Alice. Donc, comme je le montrais dans le playground, nous avons ici les tests qu'on appelle encore les assertions. Donc, pour les tests, l'idée, c'est de faciliter. Parce que lorsque vous êtes sur un vrai projet, vous n'allez pas vous mettre à utiliser le playground, à commencer par écrire les tests un à un. On préfère définir les choses sous forme de fichiers. Comme ça, c'est possible de versionner le modèle, c'est possible de versionner les tubes, c'est possible de versionner les tests. Donc, tout ce qu'on fait, on peut procéder comme cela. Ça marche super bien. Donc, il respecte un format. Donc, tu lui donnes au test, tu lui donnes le fichier donc, du modèle. Tu lui donnes également le fichier donc, des tuples. Et donc, tu commences par définir des tests. C'est comme si tu faisais des tests de montée en charge. On prend le premier test, c'est que on dit que Alice est propriétaire donc, du document rapport 2025 et elle devrait avoir les accès en lecture, écriture et partage sur ce document. Donc, on fait un check sur l'utilisateur Alice. Donc, l'objet, c'est document, l'objet, c'est rapport 2025. Et quelles sont les assertions? Donc, on veut savoir si Alice a effectivement les permissions de lecture et écriture. Donc, la seconde, c'est Bob. Alice a donné la permission. On fait un test pour s'assurer que Bob, puisqu'il a la permission d'éditer le document, c'est que par ricochet, il a la permission de voir le document, c'est-à-dire le consulter, mais il ne peut pas partager le document. Pourquoi? Parce que la règle dit que seuls les propriétaires du document
où les administrateurs principaux du workspace peuvent donc partager le document. Donc ça, Bob peut lire, écrire, mais il ne peut pas partager. Donc Denis, qui est l'administrateur donc, de ce workspace, il peut donc lui lire, écrire et partager. Donc, on avait également un autre collaborateur dans le workspace, mais qui n'a pas accès explicitement sur le document en question. Donc, ce collaborateur ne peut ni lire, ni écrire, ni partager ce document. Donc, l'utilisateur Lucas, à qui on a donné un accès externe jusqu'au 31 janvier, lui aussi, il peut lire le document parce que la date du jour, aujourd'hui, nous sommes le 10. Donc, on va vérifier que Lucas, qui est consultant externe, peut lire le document, mais qui ne peut pas le partager, qui ne peut pas le modifier. Donc, on fait aussi, j'ai ajouté un second test qui permet de s'assurer que, au-delà de la date qui a été définie, Lucas n'a pas la possibilité de lire, de partager ou d'écrire sur le document. C'est ça. Et un utilisateur, Mélissa, qui ne fait pas partie donc, du Workspace DigiJob, ne peut rien faire avec le document. Il ne peut ni voir, ni partager, ni éditer. Donc, les tests avec OpenFDA sont possibles comme ça. Donc, tu peux définir des tests YAML, tu définis des scénarios basé donc sur les règles métiers. Donc, ça veut dire qu'avec le Reback, on part de règles métiers concrets et on peut réellement faire des tests. Donc, sur chaque règle métier, on peut faire un test pour s'assurer que le besoin a vraiment été exécuté. Donc, une fois que vous avez écrit tous vos tests aussi bien que vous les avez et que vous avez installé FGA, donc avec cette commande, cette fameuse commande FGA modèle test, donc vous lui passez le fichier en question, le fichier test.yaml. Et quand on exécute, on voit que voilà, on a principalement les tests qui ont été effectués. Donc, on a un test, 2, 3, 4, 5 et puis 6. Donc, il y a 6 tests. Donc, pour les checks, à chaque fois qu'il y a des checks, donc le nombre de checks que nous avons ici, donc on se met à compter les checks que nous avons et on se rend compte que ça fait 21. Donc, on part avec le Reback, on part donc avec le Reback et OpenFDA, pardon, on part sur des besoins réels des besoins métiers que va donner par exemple les business analysts, ainsi de suite. Et côté développement, côté sécurité, on va vraiment implémenter un modèle ou bien un système d'autorisation vraiment très efficace qui peut tenir à la longue, qui peut permettre vraiment au logiciel d'être scalé très facilement. Donc, ça, c'est l'implémentation. Donc, on va rapidement revenir sur la présentation pour essayer de la finir. Let me do this. Share this window. Share. Right. Donc, alors, slideshow. Pour cette démo, l'objectif de la démo, c'était de montrer réellement la façon dont on peut centraliser toute la logique donc, de l'autorisation, d'un système d'autorisation dans un seul fichier. Donc, on part d'un truc full code à une approche déclarative. C'est comme ce qu'on fait pour des déploiements, des manifestes de déploiement, des ingresses ou tout ça qu'on connaît sur Kubernetes. On peut tester parce que c'est du YAML, on peut réellement tester. On peut auditer. Donc déjà, même, c'est user readable. Ça veut dire que tu peux lire déjà et comprendre que, ah, voilà, ceci, c'est comme ceci. Ceci, c'est pour tester cela. Donc, on peut déjà tester en lisant simplement, on peut savoir qui peut faire quoi. C'est versionnable. J'ai utilisé un éditeur de texte pour créer. Donc, en fonction des besoins de l'entreprise ou bien du projet, du produit, on peut avoir des versions différentes du modèle. On peut le déployer donc, dans notre projet, dans notre application. Et il est vraiment performant parce qu'il utilise des graphes pour parcourir les données. Ce ne sont pas des requêtes SQL qui sont effectuées. Ce sont des requêtes, des algorithmes basés sur des graphes qui permettent donc de faire la recherche. Donc, si aujourd'hui on veut on veut créer un petit microservice basé sur ces règles métiers-là, et qu'on utilise OpenFDA par exemple, il suffit simplement de prendre ce modèle-là, de prendre le SDK, de déployer OpenFDA et donc de le passer simplement, de passer donc notre modèle-là donc, au moteur, et puis c'est tout. Donc le moteur se charge de faire la vérification. Donc on ne touche pas au code lorsqu'on fait du reback. Le code, il reste intact. Donc, le code, il devient totalement indépendant de notre système d'autorisation avec OpenFDA et le reback. Donc, maintenant, le reback, c'est intéressant. C'est vraiment très intéressant. Mais quand est-ce qu'il faut vraiment l'utiliser?
moi, je dis toujours aux gens, faites, quand ça marche, on ne touche plus. Ça, c'est une règle générale et ça marche. C'est la même chose aussi pour le reback. Donc, comme je décrivais comment le reback fonctionnait en termes d'organisation, je disais que le reback, c'est vraiment très bien lorsque vous avez des ressources hiérarchiques, lorsque vous voulez faire de la délégation, le partage, lorsque vous êtes dans des SaaS, on parle de multi-tenancy, le reback, ça sauve énormément. Lorsqu'il y a des règles concernant la propriété d'un document, j'ai un document, ce n'est pas parce que tu es administrateur, c'est pas parce que tu es root ou bien complexité, donc le reback sur énormément. Et lorsqu'il y a la nécessité de faire des audits, on veut savoir par exemple quel utilisateur a consulté quel document sans écrire de requête SQL, parce que dans l'architecture donc de Zanzibar, je montrais quelque part qu'il y a le changelog, donc à chaque activité, bah, on laisse des traces et on peut savoir effectivement si tu as eu accès ou pas. Donc, qui est-ce qui utilise aujourd'hui le reback? Donc, Google Drive. Donc, Google, d'abord, c'est lui qui l'a mis en place, donc Google Drive. GitHub aussi utilise le reback aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on utilise pour partager, donner des accès sur des repos, des permissions. Euh, Ça, c'est du reback. Notion aussi, c'est du reback. Slack, c'est du reback. Figma également, c'est du reback. Donc, aujourd'hui, toutes ces grosses boîtes, toutes ces grosses applications tournent avec le reback comme système d'autorisation dans leur système qui existe. Donc, quand est-ce qu'il ne faut pas utiliser le reback? Donc, lorsque vous avez des certaines applications qui consistent à faire des rôles. Donc, si dans votre système, admin, je ne sais pas moi, admin, membre suffit, il ne faut pas aller vous casser la tête à implémenter du reback. Vous allez vous créer de la dette technique, vous allez investir dans l'infrastructure qui ne sera pas nécessaire alors que vous pouvez tout gérer vraiment en monolithe au sein de votre application. Lorsque vous avez des attributs heavy logic, c'est un peu comme ce que on a sous, comment je vais appeler ça, le système d'autorisation ABAC. Lorsque vous avez des attributs comme ça, alors le reback n'est pas fait pour vous. Donc autant passer à la BAC si vous avez vraiment, vous comptez vraiment éclater le plus possible les permissions sur les ressources que vous avez. Pour des petites applications, c'est pas du tout possible ou bien pas nécessaire de faire du reback. Encore une fois, c'est de l'investissement en l'air. Et lorsque la complexité de relation entre les acteurs et les ressources n'est pas vraiment complexe. Donc, s'il n'y a pas une grande complexité, c'est pas nécessaire de faire du reback. Donc, pour les systèmes d'autorisation dans les applications aujourd'hui, c'est préférable d'utiliser vraiment le modèle qui résout le problème spécifiquement. Il ne faut pas chercher à aller implémenter le reback parce que on a présenté le reback aujourd'hui. Ça s'implémente beaucoup plus pour des SaaS, beaucoup plus pour des projets où les choses vraiment changent vite, où les règles de permission vont changer en fonction d'une organisation, voilà, ainsi de suite. Donc ça, c'est le reback. Mais si ce n'est pas le cas, donc ça ne sert à rien d'utiliser du reback. Donc, en gros, euh, pour essayer de résumer donc ce talk, je vais dire que l'autorisation, moi je dis toujours que l'autorisation nécessite vraiment une certaine professionnalisation. Aujourd'hui, on a des personnes qui ont pour métier le design, c'est-à-dire qui vont s'asseoir et étudier l'emplacement des boutons, la police, la taille, la couleur, l'animation, tout ça. Ça devient un métier professionnel. Et les systèmes d'autorisation aussi doivent être de même parce que si un système d'autorisation mal fait, c'est vraiment l'entrée à des vecteurs d'attaque pour votre système, pour votre application. Donc, il faut vraiment que ça soit professionnalisé. Ce n'est pas simplement une question de if user is admin, if role is admin. L'autorisation, ça va bien au-delà de ça. Donc, il faut également savoir que le airbag et la BAC ont des limites, donc notamment avec le airbag et l'exposition donc des rôles et le fait des hiérarchies. Donc, lorsque l'hiérarchie n'est pas vraiment définie au préalable, le airbag et la BAC vont vous poser des problèmes. Le reback, donc c'est naturel, c'est scalable, c'est auditable. Donc on dit naturel parce que vous passez d'une règle métier vraiment à un modèle que vous implémentez sans écrire du code. Donc tout ça dans des fichiers déclaratifs. Vous pouvez le scaler. Donc derrière, c'est de une base de données Postgre qui tout. Donc vous pouvez mettre un cluster de base de données Postgre. Si vous avez les moyens, vous pouvez le faire avec Google Cloud Spanner. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre en place un système d'indexation, mettre du cache sur Redis. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec OpenFDA, avec le reback derrière. Donc, scalable, c'est auditable. Zanzibar a prouvé que c'est possible de le faire. Zanzibar fait vraiment des milliards de checks par jour.
avec, chez Google. Et OpenFDA, donc Open Fine Grade Access, permet à tous les utilisateurs donc, de l'architecture cloud native de mettre en place du reback. Donc, c'est open source, c'est production ready. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent donc aujourd'hui OpenFDA. Auth0 lui-même qui a développé OpenFDA, il l'utilise. Donc, avec le reback, il faut toujours commencer simple et ensuite itérer. Donc, on commence d'abord par le airbag et progressivement, on ajoute donc des complexités. Et je dis toujours, il faut l'utiliser seulement quand c'est nécessaire. Il ne faut pas faire du reback, comme je le disais tantôt, parce que vous avez entendu parler du reback. Si vous avez déjà travaillé sur un projet où vous avez dû bidouiller vraiment de long en large dans des IAM parce que peut-être la façon dont telle organisation fonctionne, c'est pas comme ça que telle fonctionne, il y a des règles qui changent en fonction de l'environnement. Reback, c'est fait pour vous. Donc, lorsque vous êtes dans des architectures multi-tenants, le reback est fait pour vous. Lorsque il est question de partager, donc ça veut dire si vous êtes dans une plateforme où il y a partage de documents, une plateforme de gestion de projet, une plateforme où il faut partager des repos, en tout cas, tant qu'il y a la notion de partage, il faut penser directement au reback. Donc, ça, ce sont les takeaways ou ce qu'on peut résumer donc, si on parle du reback. Donc, en termes de ressources, pour la documentation donc, du OpenFDA, donc, il est là, openfda.dev/docs. Ils ont également un CNCF, ils ont également un canal Slack au sein du CNCF, donc c'est Diez OpenFDA. Zanzibar en question, donc on va dire l'ancêtre donc, du reback qui a permis la création de OpenFDA. Donc, le lien, il est là. Normalement, si vous allez sur Google, vous tapez Google Zanzibar White Paper, vous devez avoir la première réponse qui pointe directement là-dessus. Il y a également donc, le Zanzibar Academy qui vous permet de comprendre en réalité les concepts de Zanzibar. Comment est-ce que Google est arrivé à mettre Zanzibar en place, les concepts, les termes, les notions, qu'est-ce qu'on utilise, comment les choses fonctionnent. Vous pouvez aller vous documenter là-bas. C'est très intéressant. Et il y a OpenFDA qui a fait vraiment tout un podcast sur l'autorisation dans les systèmes informatiques, enfin dans des applications. Donc, comment est-ce qu'on implémente vraiment l'autorisation dans des applications modernes avec le cloud natif? Ils ont fait vraiment un podcast, je pense, de 12 séances, en moyenne 40 minutes, donc, que vous pouvez utiliser pour réellement apprendre quelque chose et voir comment vous pouvez l'intégrer donc, à vos logiciels. Voilà, je pense que c'est tout pour cette présentation sur OpenFDA avec l'implémentation donc, du modèle Reback. Je vais arrêter le partage à partir de maintenant. So, Missa, j'ai fini. C'est tout pour moi. Bravo, bravo. En tout cas, super, super présentation. J'ai beaucoup appris. Hein. Et en plus, c'est un sujet qui m'intéresse tout particulièrement parce il y a 2 mois, 2 ou 3 mois, au mois de novembre, nous, là où je travaille, on a fait une grosse migration de notre SaaS. Donc, on était sur du airbag avec Keycloak et tout, mais on a grossi au fil des années. Et on a eu de gros clients qui voulaient quelque chose de beaucoup plus poussé à base de permissions et tout. Donc, on a dû implémenter un truc from scratch qui permettait un peu de répondre nous, à nos besoins. Et moi, je ne connaissais pas du tout ce modèle-là, Reback, ni l'outil OpenFGA. Donc, c'est plutôt cool d'avoir des approches complètement différentes, quoi. Donc, nous, on est parti sur quelque chose qui nous a coûté vraiment pas mal de dev, mais qui fonctionne. De temps. Ouais, et de Ouais. temps aussi. Et de temps aussi. Surtout, Ouais. yes. Ouais. Mais en tout cas, c'est top. Yes, merci. Bah, de toutes les façons, même moi aussi, je suis tombé dessus quand je devais faire une refonte. J'ai travaillé sur le back-end d'un SaaS, on va dire, c'était un CRM. À la base, tout allait bien jusqu'à ce qu'on intègre un module de gestion électronique de documents. Donc là, il était question de partager le document avec tel. Ce n'est pas parce que tu es là, tout le monde n'a pas forcément accès au document. Il y a des conditions vraiment, les entreprises, voilà, chacun venait avec, je vais appeler ça ses besoins. Voilà, celui-ci dit il faut pouvoir lire le document sur cette adresse IP, il faut. Or, on était vraiment avec du reback simplement qu'on a développé nous-mêmes.
Donc, très rapidement, on est passé à OpenMDA qui a vraiment sauvé la mise. Tout ce qu'on a fait, c'est que même sans avoir à changer le code, on avait simplement désactivé les middleware qu'on avait, puisque les middleware, on faisait des annotations au niveau des contrôleurs, donc qui permettaient de gérer la sécurité à ce niveau. Donc, on le retirait là-bas, et puisqu'on a le OpenMDA qui a été déployé, donc on faisait simplement des requêtes HTTP avec le moteur de check, le moteur check de OpenFDA. Donc, il renvoyait true ou false. Donc, quand c'est true, c'est que tu as la possibilité d'effectuer l'action que tu veux, sinon, tu renvoies une erreur 403. Donc, c'est comme ça qu'on s'était. Et surtout, je dis que ça nous a sauvés parce qu'on n'a pas eu à recoder tout le modèle d'autorisation. On n'a absolument rien codé. On a juste rajouté un middleware qui va donc effectuer une requête HTTP. Et c'est tout. Donc, voilà. Ça m'a vraiment sauvé la mise à mort aussi, en tout cas. Yeah. Ok, nice, nice. Bah, nous, on a dû recoder quelque chose, mais et en plus, tu as répondu de manière brève l'une des questions que j'avais. C'est vrai que tu as présenté le modèle Reback et un peu aussi la partie où tu mets en place ton modèle et ensuite truc. Mais moi, là où peut-être j'avais une question, c'était plus après avoir mis en place le modèle, les tests et tout. Comment est-ce que le déploiement, ça va se passer? Et puis, après aussi, comment est-ce que les applications vont communiquer avec OpenFGA pour pouvoir, en fonction des permissions, etc., pour pouvoir laisser la requête passer ou pas, quoi. Donc, c'est peut-être cet Yes. aspect-là qui était un peu flou. Ah ouais, bah en fait c'est comme je l'expliquais. Déjà même dans leur architecture ils exposent déjà l'API. Donc tu as un API pour le check, tu as un API pour le write, le append. Donc en fait le write et le append, il faut savoir que avec OpenMDA il faut faire une sorte de synchro entre ta data et OpenMDA. Donc quand je parle par exemple de tuples, les enregistrements tuples, c'est comme dans les exemples de type que je donnais, je disais l'utilisateur Alice qui fait partie donc du workspace DigiJob, donc a créé un document. Donc ça veut dire que lorsque moi, Denis, en tant que root de DigiJob, lorsque j'ajoute Alice comme étant membre de mon workspace, bah, il faut en fait que j'enregistre cette information au niveau du tuple. Donc c'est comme ça que je fais la synchro. Ça, c'est la première étape. Donc, à chaque fois qu'il y a une modification, un ajout, donc au niveau de mon, comment je vais dire ça, de ma base de données, il faut que je fasse l'enregistrement en question au niveau donc du tuple, la base de données d'OpenFGA. Ensuite, en ce qui concerne, donc c'est la même chose. Si par exemple tu supprimes l'utilisateur Alice ou si tu supprimes un document, donc il faut aussi notifier le tuple qu'il y a eu un changement. Donc en fait, c'est comme ça que Zanzibar a mis en place le truc et c'est exactement ce qu'on reproduit donc, au niveau de OpenFGA. Je voulais parler aussi de comment ça s'appelle là. Les SDK. Donc, ils proposent aussi des SDK. Si tu ne veux pas passer par les API, tu peux donc intégrer le SDK. Ils en ont pour Python, JavaScript, TypeScript, Java, PHP, Golang. Donc, tu peux l'intégrer. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de fournir l'URL de ton endpoint, c'est-à-dire quand tu déploies OpenFDA, tu as un hostname, tu vas créer des access tokens et tout ça. Donc, dans le SDK, tu vas l'intégrer. Donc, si tu as besoin de le faire avec le SDK, go, tu le fais. Sinon, eux-mêmes, ils ont prévu de le faire avec l'API. Donc, tu utilises simplement l'API pour faire ton intégration et c'est tout, quoi. Le plus dur, je crois, c'est la manière dont il faut synchroniser. Donc, ça veut dire que nous, on avait mis en place des listeners. Donc, à chaque fois qu'il y avait certaines actions qui vont concerner la partie autorisation, donc il y a une action qu'on déclenchait au niveau de la BTMQ qui devait donc envoyer une requête pour dire modifie tel tuple ou bien enregistre tel tuple, supprime tel tuple, ainsi de suite. Donc, ça, c'est ce qu'on faisait. C'est tout. Ouais. Nice, nice. Bah, cette partie-là, je pense que ça va être assez challengeant. Le fait de pouvoir tout le temps gérer la synchro là, entre ton modèle de données et le modèle que tu as décrit au niveau de OpenFGA. Je pense que ça pourrait être assez tricky si on ne le fait pas. Parce que déjà, tu introduis une nouvelle couche, à savoir soit RabbitMQ ou après peut-être Redis ou Kafka, ce genre de choses, pour vraiment gérer la partie synchro. L'autre chose que j'ai noté aussi qui m'a surpris sur ta présentation, c'est que le modèle s'appuie vraiment en fait sur des concepts de graphes. Donc, en l'occurrence, tout ce qui est théorie des graphes, etc., etc.
Ce qui m'a surpris, c'est la base de données. Donc, pourquoi le choix de partir sur une base de données relationnelle, on va dire, telle que PostgreSQL, MySQL, au lieu de plus partir sur une base de données orientée graph, quoi, telle que Neo4j. Yes. Voilà. Et Bah, est-ce en que, fait, mhm, et est-ce que ça supporte également ce type de base de données-là, étant donné que le modèle s'appuie vraiment sur des concepts mhm, de graph, quoi. mhm. Alors, la question que tu poses là, la première fois que j'ai vu la présentation lorsque OpenAI a été annoncé comme étant incubé par la CNCF, il y a cette question qui est revenue. Et il y avait un advocate développeur de OpenAI qui disait que, en réalité, euh, ils ont en fait supprimé la couche SQL. C'est-à-dire qu'ils ont ils ont écrit le modèle de telle manière que ce n'est pas en réalité une requête SQL, bien que c'est dans une base de données relationnelle que la donnée est stockée. Mais en fait, lui, il l'utilise simplement pour rester là. Et même quand tu utilises PostgreSQL, la manière dont les requêtes sont écrites, ce ne sont pas des requêtes SQL en tant que telles, mais ce sont des requêtes SQL orientées vers pgvector. Donc, c'est l'explication qu'il a donnée, c'est la raison pour laquelle ils disent que bah, tu peux le greffer à n'importe quelle base de données relationnelle, ça devrait marcher. Et donc, quelqu'un demandait si c'était possible de le faire avec des bases de données MongoDB. Ils ont dit oui, mais que eux, ils sont partis sur la base donc des bases de données relationnelles parce que apparemment c'est sur ça que Auth0 était reposé. Donc, pour la partie autorisation, donc Auth0, puisque l'existant repose sur du Postgre, ils ont décidé donc de continuer sur cette. Donc, ils n'ont pas voulu décaler l'architecture ou bien, voilà. Et aussi que Google, comment on l'appelle, quand on prend Zanzibar et Spanner, on va dire que Spanner, ça rentre un peu dans du relationnel. Donc, ils se sont dit, bah, puisque Spanner fait du relationnel, bon, go, quoi, on y va avec des bases de données relationnelles qu'on connaît, au lieu d'aller faire des bases de données orientées graphes. Donc, c'est l'explication que le monsieur, il avait donnée dans la présentation en question. Nice. Nice, nice, c'est top, c'est top. Bon, peut-être la dernière question que j'ai, c'était plus par rapport au scaling. Est-ce qu'il scale? Parce que par exemple, bon, je donne un exemple assez basique. Par exemple, chez nous, on a quand même pas mal d'utilisateurs, on a plusieurs milliers d'utilisateurs. Bon, peut-être pour un petit peu de contexte, nous, on propose un SaaS aux entreprises. On a des clients de différentes tailles, quoi. Donc, on a des petites entreprises qui ont une vingtaine d'employés, d'autres une trentaine, une cinquantaine. Il y en a d'autres qui sont de taille moyenne, on va dire, donc entre 100, 500, etc. Mais par contre, on a de gros clients qui ont 1000, plus de 1000 employés, etc., etc. Et là, actuellement, par exemple, nous, on est sur du airbag couplé avec un système de permission, on va dire. Donc, pour résumer en tout. Et du coup, on scale très rapidement. Et je me demande, est-ce que avec OpenFGA, il peut supporter en fait ce genre de scaling, quoi. Ou par exemple, chaque 2 mois, chaque 3 mois, on fait un fois 2, fois 3, fois 5 en termes de nombre d'utilisateurs et de complexité à gérer. D'accord. Alors, déjà, le fait que ce soit un outil cloud native, il vient avec une approche de faire de la scalabilité, du scaling horizontal. Donc, ça, c'est donc, ce qui fait que je pense j'ai lu un article sur Auth0. Ils avaient écrit un blog. Je vais le chercher, je te l'envoie après. Ils avaient dit qu'ils ont testé avec 1 million de checks. Ils ont fait des tests partant de 1 million à 100 milliards de checks. Donc, avec des relations qu'ils avaient. Et ce qu'ils ont utilisé, c'était dans une architecture Kubernetes, donc avec des réplicas. Donc déjà, côté base de données, ils étaient sur du Postgres en mode cluster, vraiment en mode réplica aussi. Et le manifeste de déploiement qu'ils avaient fait, qu'ils avaient utilisé donc, pour faire le test, donc ils l'avaient fait avec un horizontal pod autoscaler et avec je pense, 5, si j'ai bonne mémoire, c'était 5 qu'ils ont utilisé. Euh, Si je me rappelle aussi bien, à l'époque, le min réplica, c'était à 3 et le max réplica était à 50. Donc ça, c'est ce qu'ils avaient fait. Et ils ont dit que les tests qu'ils avaient poussés, ils ont fait des checks de 1 million à 100 milliards.
Donc, je Nice. pars de ce principe-là, ou je pars de cet exemple-là pour dire que voilà quoi, au besoin, si plus les checks vont augmenter, donc normalement, si tu gères bien, comment on appelle la façon dont tu scales tes pods dans ton cluster, donc tu devrais, il devrait suivre facilement, quoi, puisque c'est du horizontal pod scaling. Ouais, Et aussi au effectivement. niveau de la base de données, quoi. Donc, Mm. plus tu as besoin de ressources, tu vas augmenter. Et puis, bon, après, voilà, pour le reste, on laisse Kubernetes gérer, quoi. C'est Ouais. seulement si tu es dans une infra en mode Docker ou si tu l'installes vraiment on-prem, c'est là-bas seulement que ça va devenir un peu embêtant. Mais sinon, après, en fonction du volume de données, si tu n'as pas besoin, il va supprimer. Si Mm. tu en as besoin, il va Ouais, monter, quoi. Voilà, c'est effectivement. ce que je C'est voulais vrai dire. que ouais, vas-y. C'est vrai qu'un bon vieux HPA pourrait faire l'affaire ou même le coupler avec d'autres systèmes tels que KEDA, ce genre de choses. Et aussi, il y a les nouveautés des dernières versions de Cube là, avec les améliorations sur le vertical pod autoscaling aussi. Donc ça Mhm, aussi, je pense que ça peut aider pas mal sur la partie scaling, quoi. mhm, mhm. Nice, nice, nice. En tout cas, c'était cool comme présentation. Je vois qu'on a Abdou Karim. Hello, Abdou Karim et Kojo aussi qui nous ont rejoints. Yes, je vais juste vous donner, comme on n'est pas nombreux, mode présentateur. Abdou Karim, je pense que normalement, je devrais te pigner après pour le prochain meetup. Yes, Ouais. vous avez la main. Si vous avez des questions, donc n'hésitez surtout pas. Mm. Yes, donc je viens de vous donner. Ouais, Abdou Karim, tu peux y aller. Normalement, tu peux juste activer ton micro. Non, Oui, toujours pas. oui, là c'est Ouais, bon. ouais, là c'est bon. Top. Ouais, d'abord, bonsoir et surtout désolé pour le retard, j'avais complètement oublié l'événement. J'étais sur LinkedIn, j'ai vu le post passer, donc je me disais, on est en ligne, c'est pour ça que je me suis connecté rapidement. Yeah. Et merci Denis pour cette magnifique présentation. J'ai raté le début, alors moi je ne connaissais pas, donc j'ai tout ouvert la page pour regarder. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait nous intéresser, dans la Mhm, mesure où on serait peut-être intéressé par une solution en fait qui permettrait de centraliser tout ce qui est autorisation au mhm, niveau des applications. Parce qu'aujourd'hui, nous, on fournit des services à des développeurs. Donc, nous, on gère tout ce qui est cluster Kubernetes et l'hébergement des applications. Et mhm, du coup, on cherche, dans le maximum des cas, à mhm, délester les développeurs, en fait, pour qu'ils se focalisent plus sur les aspects métiers et donc mhm, les délester de tout ce qui est autorisation et tout ce qui peut être centralisé. Et mhm. donc, je pense que c'est quelque chose peut-être qui pourrait nous intéresser dans nos services. Ok. Donc, je vais jeter un coup d'œil dessus. Ok. En tout cas, bravo pour la présentation. Ouais. Merci, merci. Du coup, on aura, j'imagine que tu vas poster les liens vers les ressources que tu avais mis avec le slide ou. Bien sûr, j'ai rajouté Missa au slide, donc je pense qu'il pourra, je ne sais pas, peut-être mettre au moment de faire le post LinkedIn, il peut mettre le lien. Je vais mettre la documentation et tout le Ok, reste en open, donc tout le monde peut y accéder. ça marche. Et du coup, ouais, je pense que c'est la première fois qu'on se rencontre aussi, Maïssa. Mhm. Enfin, on a parlé virtuellement, mais Ouais, je pense que vous on êtes va. dans le groupe LinkedIn de, comment Oui, c'est l'appelle-t-on ça. là? Voilà. Voilà. Enfin, on va pas polluer la présentation vu que c'est enregistré, donc je pense qu'on pourra Mhm, parler en off après. mhm, mhm. Bon, mais il y a aussi, comment l'appelle-t-on, Michel qui est là. Michel, c'est le co-organisateur de CNCG Lomé, hein. Donc, c'est lui. Je pense que vous ne vous êtes pas encore parlé, non, si j'ai bonne mémoire. Non. Voilà. Ouais, je pense que c'est Ok. la première fois. Peut-être lors de votre meetup. Enchanté, Mhm, Michel. mhm. Et enchanté. Ouais. Bonsoir à tous. Hello. Bonsoir. Ok. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, ma question se porte sur Keycloak. Aujourd'hui, on a la solution Keycloak qui nous permet de faire l'autorisation et l'authentification. Si je veux partir sur Keycloak, comment est-ce que déjà, est-ce qu'il y a une intégration entre
la solution OpenFGA et Keycloak? Si oui, quelles sont les informations qu'on pourrait mettre dans l'Access Token, c'est-à-dire le JWT? Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Ok, je disais, lorsqu'on prend par exemple une solution comme Keycloak, qui gère l'authentification et l'autorisation avec le RBAC, et que je veux utiliser le OpenFGA, dans ce cas, est-ce qu'il y a une certaine intégration entre cette solution-là et Keycloak, ou bien c'est géré indépendamment? Alors, la réponse rapide, c'est géré indépendamment. Parce que déjà, quand on parle d'autorisation avec OpenFDA, il faut savoir qu'il ne cherche pas à savoir si tu as un access token, si tu as un JWT, si tu as une session. OpenFDA ne cherche pas ça. Il n'enregistre pas toutes ces informations-là. Tout ce que tu lui fournis, ce qu'il veut, par exemple, ce sont des informations. C'est-à-dire que tu lui donnes un tuple et tu lui demandes de vérifier si le tuple est vrai. Je donne un exemple concret. Supposons par exemple que je suis dans un workspace et que l'utilisateur Alice a créé un document et l'a partagé avec l'utilisateur Bob. Et que l'utilisateur Bob veut, par exemple, repartager le document avec quelqu'un d'autre, alors que Alice ne lui a pas donné le droit. Dans le scénario normal, c'est que Bob va exécuter une requête, c'est-à-dire va exécuter un appel HTTP. Et le plus souvent, dans la requête, dans le header, il y a son JWT. Donc, dans le flow normal, il faut s'assurer, par exemple, que le token est valide. Et il faut s'assurer que. Donc, il faut... on contacte, en fait, OpenFDA après que on ait validé la partie authentification. Donc, c'est après avoir validé la partie authentification que tu dis, OK, l'utilisateur en question, voici son ID. Le document en question, voici son idée. Voici l'idée du workspace, par exemple. Donc, tu balances ces trois infos-là pour constituer le tube. Tu les balances à OpenFDA. Et donc, lui va essayer de chercher une relation entre ces trois-là. S'il ne trouve pas de relation entre ces trois informations, il considère que l'utilisateur en question n'a pas le droit d'accéder au document. S'il trouve une relation, en fait, il va le laisser passer et tu continues de faire le reste de l'opération. Donc, peut-être tu vas demander à l'utilisateur avec qui tu veux le partager, ainsi de suite. Donc, pour essayer de répondre de façon globale, Keycloak, OpenFDA seront utilisés séparément. Mais il dit que dans une application, on va d'abord passer par Keycloak pour faire la vérification qu'on veut. On fait les différentes vérifications nécessaires avant donc de passer la partie d'autorisation donc à OpenFDA qui va le faire. Maintenant, quand on parle de la partie airbag, euh, la façon dont le reback conçoit le airbag, c'est pas vraiment comme ça que par exemple, OpenFDA conçoit le airbag. Quand je prends OpenFDA, par exemple, il faut définir un rôle pour dire, par exemple, user ou bien admin, et ainsi de suite. Dans le reback, cette information-là, elle n'existe pas en tant que telle. Donc, tout ce que le reback veut, c'est de savoir s'il y a une relation entre les informations que tu lui donnes. C'est tout. Donc après, que tu sois admin ou pas, c'est pas trop vraiment son problème. Il n'a que faire de ce genre d'informations. Tu lui envoies des infos, il vérifie dans le moteur pour savoir s'il y a des relations entre ces informations-là. S'il y en a, OK. Sinon, tu ne passes pas. Donc, tu peux combiner les deux en fonction de ton besoin. Si tu as des règles, si par exemple tu as un Keycloak qui existe et tu as des règles de gestion d'autorisation au niveau de ton Keycloak, go, tu peux le faire. Après que tu aies tout validé, tu peux sauter donc aller au niveau de OpenFDA pour faire peut-être des vérifications additionnelles ou tu peux simplement laisser Keycloak faire la partie JWT valide et tout ça là et donc laisser OpenFDA faire la partie autorisation. Donc ça, c'est ma réponse. Ok, merci beaucoup. J'ai une autre question. Aujourd'hui, est-ce que c'est possible de faire le mappage? Supposons qu'au niveau de Keycloak, j'ai déjà créé des groupes utilisateurs et autres. C'est possible de le récupérer dans OpenFGA? Non, pas directement. Ça, Ouais. ce sont des choses que tu vas devoir. Je sais pas comment je dis ça. C'est comme si au début d'un projet, tu travailles avec Firebase, autres, et puis bon, tu dois passer à quelque chose de beaucoup plus mature où tu dois venir on-prem. Bah, en fait, il faut déplacer tes utilisateurs, enfin, il faut exporter,
Des fois, il faut un peu remodifier la manière dont les choses vont se passer, ainsi de suite. Si l'architecture n'est pas aussi bien que ça, tu vas devoir vraiment toucher à beaucoup de classes, beaucoup de codes, ainsi de suite. Mais ça se fait, mais pas directement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui quelqu'un qui s'est levé et dit, enfin, il n'y a pas plusieurs personnes qui se sont levées et dire, nous avons ce problème-là dans Keycloak, donc nous allons essayer de trouver le moyen d'automatiser cela pour permettre de passer de Keycloak directement donc, à OpenFDA. Donc, c'est quelque chose qui se fait manuellement. Donc, en tout cas, pour aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait manuellement. Ouais. Et juste pour Ok. contribuer là-dessus, je pense que c'est l'option que Denis a décrit là, le fait de séparer les choses, qui se fait. Nous, lorsqu'on a dû revoir notre IAM, c'est vrai qu'on était sur du airbag avec Keycloak et tout, mais avec Keycloak, le problème, c'est que moi, je me souviens, il y a un projet sur lequel j'ai travaillé il y a quelques années, c'était sur des microservices et tout. On devait faire un système à base de permissions. Donc, je pense à l'époque, au niveau de Keycloak, il n'y avait que les rôles, etc. Donc, du coup, pour mimer ce système de permissions-là, on a dû déplacer les rôles au niveau groupe. Et du coup, c'était les rôles qui étaient nos permissions, quoi. Et après, c'était un peu galère à gérer. Et en plus, le truc, c'est que plus tu mets les tokens JWT ont une taille limite. Et plus tes permissions explosent, plus tu seras susceptible en fait de dépasser la taille limite que ton token peut avoir, quoi. Parce que si tu mets toutes tes permissions, tes rôles et certaines autres informations dans le token, ton token va grossir et après tu vas atteindre la taille limite et tu ne pourras pas propager en fait ton token là de service en service. Et après ça devient galère. Donc là, il y a cette première contrainte là. Et maintenant, si tu veux passer sur un système un peu plus poussé et où tu n'as pas la possibilité de faire cette intégration-là, la plupart du temps, ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est que tu vas avoir tu vas laisser, par exemple, tout le temps Keycloak gérer la partie authentification. Donc, tout ce qui est token, authentification d'utilisateur, etc. Et après, pour l'autre couche, pour la partie permission, etc., access, là, tu vas le gérer de manière manuelle. Donc, par exemple, nous, dans notre cas, c'est ce qu'on a fait. Donc, on n'a pas complètement dégagé Keycloak, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a toujours délégué Keycloak la partie authentification. Et maintenant, toute la partie autorisation, nous, on a fait quelque chose de vraiment custom. Et on a couplé ça avec Keycloak, quoi. Donc, à moins que peut-être que tu aies les ressources de pouvoir, par exemple, modifier OpenFGA, de pouvoir faire une intégration avec Keycloak et tout, ce qui risque d'être galère et peut ne pas en avoir la valeur escomptée. Donc, le mieux, c'est de faire les trucs séparément, quoi. Donc, je ne sais pas, peut-être si Denis, tu as eu à faire à ce genre de cas, mais la plupart du temps, je pense que c'est la manière dont on opère, quoi. Ouais. Je pense que tu as soulevé un point vraiment très important. C'est lorsqu'à un moment donné, bah, en fait, le fait de rajouter des rôles, vraiment, au niveau du mapping, le JWT vraiment explose et vraiment, ce n'est plus possible d'injecter de la data dedans. Donc, moi, personnellement, moi, je l'ai pas vraiment rencontré ce problème avec Keycloak, mais j'ai eu écho de ce problème-là quand j'étais encore au Maroc et on était en train de discuter, de voir vraiment comment est-ce que on peut faire bouger les choses pour voir. Et donc, sur le coup, on avait également proposé de sortir complètement tout ce qui est gestion des permissions et de l'adapter simplement à OpenFDA. Ça, c'est ce que nous avons fait. C'était un backend en Python. Donc, on a passé quand même tout le mois de juin vraiment à essayer de revoir la manière dont on l'a fait. Mais c'était quand même assez simple. C'était quand même assez simple. Euh, c'est pour ça que je disais au début que si l'architecture comment l'appelle-t-on, du projet a été bien définie, après, pour faire ces modifications-là, c'était pas vraiment des galères parce que souvent, ce sont des petits scripts Python qu'il faut écrire, aller récupérer l'information au niveau de la base de données ou bien de contacter, comment l'appelle-t-on, le service d'authentification, de récupérer, d'extraire les informations qu'il faut et de les reconstituer vraiment au niveau de OpenFDA pour les stocker. Et donc, c'est comme ça qu'on s'était en sorti à l'époque. Donc voilà, ça c'est ce que je peux aussi partager pour cette expérience-là. Yes, nice, nice. Michel, je ne sais pas si ça répond un tout petit peu à ta question. Oui, 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 ça répond parfaitement. C'est intéressant. Merci. Yes, ça marche.
Ça marche. Bon, pour moi, je pense que c'est bon. Abdou Karim, je ne sais pas si tu as d'autres questions ou des suggestions. C'est vrai qu'on n'a pas eu trop de monde aujourd'hui. Je pense que peut-être c'est dû à la CAN et tout. Ouais, mais non, je vais déjà prendre le temps de revoir l'enregistrement. Donc, vu que j'ai pas vu le début, je vais pas poser des questions sur le fait que j'ai pas vu le début de la présentation. Mais je prendrai le temps de regarder tranquillement, quoi. Et peut-être par rapport à ce que vous disiez sur le WTS à taille, je pense qu'il y a aussi un enjeu de performance. Parce que si le token il est trop gros aussi, le fait de le sérialiser, l'envoyer dans le réseau, c'est aussi quelque chose qui peut être en point, en point d'attention dans les microservices. Effectivement, tout à fait. Effectivement. Yes, ça. Bah, merci pour l'invitation. Qu'est-ce que je peux dire encore d'autre? Bah, c'est tout, hein. Merci pour l'invitation quand même. Je t'envoie, comment on appelle? Je t'ai déjà partagé le lien Ouais, les du diapos. truc là, du diapo. On peut l'utiliser. Le projet que j'ai fait pour ça, je vais le mettre sur GitHub tout de suite et puis je te balance le lien, comme ça tu pourras le rajouter aussi. Ou plutôt, je vais le mettre dans le diapo et comme ça, tout le monde peut y avoir accès facilement. C'est beaucoup plus simple. Ça marche, ça marche. Voilà, Bah, pas de souci. Bah, merci aussi à toi, hein. Je pense que avec la CAN et tous les événements qui sont en cours là, c'est un peu compliqué de surcroît avec le samedi soir. En tout cas, merci beaucoup pour la présence. Merci aussi à Michel et Abdou Karim de nous avoir rejoints. Bon, Abdou Karim, je pense que je vais te pinguer après. Ouais. Il y a Lionel qui m'a passé tes coordonnées récemment là. Normalement, c'est lui qui devait coordonner avec toi pour notre prochain meet-up, mais bon, je pense qu'il est un peu trop Si, occupé il en ce m'a dit, moment. on en a discuté un peu. Il m'a dit qu'il avait passé les coordonnées pour que ce soit plus facile pour échanger. Yes, ça marche. Je pense qu'après, je vais t'écrire sur WhatsApp, comme ça sera beaucoup plus rapide. Ouais, ça marche. Yes, ça marche. Bah, merci à tous en tout cas et bonne soirée. Merci Denis, merci Merci. Michel, Bonne fin de merci soirée à Maïssa. vous. Très bonne Merci soirée. beaucoup. Bonsoir. Bye. Merci. Merci beaucoup.